Bonjour à tous, vous êtes sur À bout de taf, le cycle décideur et aujourd'hui on va prendre connaissance de cette question du courage de diriger. Quelles sont les décisions les plus difficiles mais aussi le chemin sinueux pour pouvoir les vivre et bien les vivre? Comment les équipes se construisent autour d'un parcours de dirigeant? Nous avons le grand privilège de recevoir monsieur Hubert de Boisredon. Est-ce que j'ai bien prononcé votre nom? C'est parfait. Comment vous est venu ce temps de transmission? Parce que vous êtes prolixe et généreux en écriture. Oui, bah, écoutez, merci beaucoup d'abord de m'accueillir dans cette émission à bout de taf. Effectivement, bah, j'ai écrit 3 livres alors que c'était pas du tout prévu que j'écrive un seul livre. C'est à la suite d'un témoignage sur mon parcours que un éditeur est venu me voir en me disant il faut absolument que vous écriviez. J'ai hésité parce que j'avais pas trop envie de, voilà, c'est quand même une mise à nu, c'est quand même un partage de, voilà, puis je me suis dit, qu'est-ce que j'ai vraiment à apporter? Et il m'a dit, mais écoutez, c'est pas tant de vous dont il s'agit, mais votre témoignage permettra à d'autres personnes, du coup, de s'identifier, de se poser des questions et de cheminer par votre témoignage. Donc c'est ça qui m'a convaincu. Et donc il y a un premier livre qui décrit mon itinéraire de dirigeant engagé à travers différents épisodes de vie qui m'ont amené à passer par le Chili, le Japon, la Chine, la France, bien sûr. Et puis un deuxième livre qui est plus sur l'engagement, notamment au moment où beaucoup de jeunes se demandent à quoi ça sert de s'engager. Est-ce qu'il vaudrait mieux pas déserter le système avec tous les problèmes, le réchauffement climatique, les dérèglements les dérèglements du capitalisme, etc. Est-ce que ça vaut le coup de s'engager finalement? Est-ce qu'on ferait pas mieux de protester ou de se mettre à l'écart? Et donc ce livre s'appelle Déserter ou s'engager, lettre aux jeunes qui veulent changer le monde. Et puis le troisième livre, c'est une réflexion sur le leadership, un livre qui s'appelle Le courage des chefs, vivre et diriger autrement, et qui m'est venu parce que, euh, en fait, cette réflexion sur le pouvoir me paraît essentielle en ce moment. Avec tout ce qui se passe, je pense qu'on voit bien que ce soit sur la géopolitique internationale ou la politique nationale, ou même certaines directions de grands groupes, on voit combien l'exercice du pouvoir est délicat et que plus on a de pouvoir, plus on est en danger de dériver, parfois parce que on n'a pas autour de soi un vis-à-vis, une altérité capable de nous dire la vérité, de nous réorienter pour rester fidèle à nos valeurs. Voilà. Vous Donc c'est dirigez aujourd'hui une ETI. alors je dirige une ETI de 2500 personnes, à peu près 350 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui est une entreprise industrielle basée à Nantes, dans l'ouest de la France, et qui est devenue progressivement leader mondial des consommables d'impression qui impriment les étiquettes code barre. Voilà, et puis tous les étiquettes code barre et QR code. Et on est présent sur les 4 continents dans une vingtaine de pays. Parce qu'on a besoin de ce genre de pépites. En tout cas, ça montre qu'on peut réussir, réussir à créer des entreprises industrielles en France et que on peut encore être des leaders mondiaux en tant qu'entreprise industrielle. Peut-être cette question de désir, de grandeur, d'amplitude, de trajectoire. Comment vous êtes arrivé à cette question du courage? Parce que ce n'est pas non plus une question facile à aborder au quotidien pour un dirigeant. Alors, petite parenthèse, j'ai une petite visiteuse avec moi, alors comme J'ai c'est vu, important que mais vous elle la est toute voyez, belle. voilà, Non, elle a le droit. qui est Mais très oui, mais gentille, oui. mais alors, mais évidemment, elle a besoin souvent d'affection, là, elle vient parfois me Il n'y a pas titiller. de souci. Elle est Voilà. très mignonne. Elle s'appelle Elle comment, s'appelle cette chienne? Haiku. Haiku, comme Bonjour le nom Haïkou. des poèmes japonais avec, voilà, Haiku. Bonjour Haïkou. Voilà, Mais elle est toute belle. voilà, J'imagine qu'elle vous apaise du coup dans votre travail. oui, oui, alors elle me distrait un peu aussi. Elle a 10 mois, donc elle a souvent envie de jouer, donc c'est pas là. Mais écoutez, non, mais pour revenir à notre sujet, il y a un lien entre le courage et la fidélité à soi-même et ses valeurs. En fait, si vous voulez, quand on est en situation de pouvoir, en général, moi je crois que la plupart des dirigeants, qu'ils soient politiques, économiques, voilà, à la tête d'un État, ils sont mus par un idéal. Et que souvent, ces personnes-là ont un projet de faire grandir leur pays, de faire réussir leur entreprise, de permettre que le monde soit meilleur. La difficulté, c'est que quand on se retrouve en situation de pouvoir, on est soumis à ce qu'on appelle le désir de toute puissance et la tentation de toute puissance. C'est-à-dire, en fait, on se retrouve à la tête, on a des gens qui nous servent, on a, c'est pas évident d'avoir des personnes autour de soi qui sont libres.
Je me rappelle, moi, avoir posé la question à l'époque à Henri de Casse, qui était l'ancien directeur général d'AXA, en disant c'est quoi ce que vous craignez le plus dans votre responsabilité? Il m'avait répondu ce que j'en crains le plus, c'est de me faire entourer de personnes qui ne seraient pas capables de me dire la vérité. Et j'ai trouvé que c'était très juste, en fait, c'est-à-dire euh, être capable de générer autour de soi un écosystème d'altérité qui fait que les collaborateurs sont capables de nous dire voilà, là, là, on pense que vous dérivez et que vous restez pas fidèle à votre idéal. En fait, ça demande une attitude, j'allais dire, d'attention à l'autre, d'une certaine humilité et aussi un désir de vérité et de fidélité qui fait qu'on accepte la remise en question. Mais ça, C'est c'est pas pas facile. facile. C'est pas facile. D'où la notion de courage. Mmh. En fait, et le courage tel que je le définis dans ce livre, Le courage des chefs, c'est pas le courage de dominer l'autre, c'est pas le courage d'écraser le faible, c'est pas le courage de jouer, de faire les gros bras, c'est le courage de l'authenticité. Et l'authenticité, c'est quelque part, c'est beaucoup plus difficile de dire devant, que ce soit des collaborateurs, des clients ou des interfaces, des partenaires, de dire bah, la vérité, c'est que je n'ai pas la solution et que là, je ne sais pas, plutôt que de faire croire on sait tout et qu'on a toutes les solutions à tout et qu'on est le Deus ex machina qui va résoudre tous les problèmes, alors qu'en fait, on n'en sait rien. Et en fait, si vous voulez, le courage de dire je ne sais pas, ou je n'ai pas la solution, c'est pas un aveu de faiblesse, c'est un aveu de réalisme. Et pour moi, ça va de pair avec dire, ça m'arrive souvent dans ma vie professionnelle, en fait, de dire, bah là, la vérité, c'est que j'ai pas la solution. Par contre, ce que je crois, c'est que par notre complémentarité, en étant dans un dialogue ouvert et sincère entre nous, en exposant les problèmes et les pistes de solutions qu'on voit, chacun, en fait, la solution est au milieu de nous et que nous, ensemble, nous allons trouver la solution. Et en faisant ça, je génère un écosystème extrêmement fort, mais qui est pas la force de ma force, c'est la force d'un collectif. Vous voyez. Et pour moi, c'est là où se situe et le courage et une certaine authenticité qui est liée, en fait. Authenticité, courage, c'est comme les deux faces de la même pièce. Et j'allais presque dire, derrière l'authenticité, il y en a une troisième qui est la vulnérabilité. Parce que quand on est authentique, on accepte et on prend le risque d'être vulnérable. Je ne peux qu'approuver, parce que, quand j'ai coécrit le livre «Manager les vulnérabilités en pratique», Voilà. qui est Oui. voilà, ce qui a été publié en 2025, j'identifiais d'ores et déjà, que les dirigeants qui étaient dans une, approche d'écoute et une approche sécurisante vis-à-vis des salariés, c'était des dirigeants d'une certaine manière assez à l'aise avec leur propre vulnérabilité, assez à l'aise avec le fait de ne pas être, de ne pas se sentir remis en cause parce qu'ils ne contrôlent pas, parce que la vulnérabilité, que ce soit la nôtre ou celle des autres, elle remet en cause, voilà, certaines fondations par rapport au temps, par rapport à la projection, par rapport au futur. Et c'est peut-être ça, en fait, la difficulté aujourd'hui, et ça me fait la transition à ma question, c'est que aujourd'hui, on est dans un aveu d'impuissance. Moi, j'irais pas sur un aveu de faiblesse. C'est plutôt une forme, d'impuissance sur, le réel pour certains, parce qu'il y a une telle complexité et intrication, des chaînes de valeur, avec des parties prenantes, des risques de partout, que c'en est très difficile de pouvoir, anticiper, d'avoir une gestion de risque classique des années 90, par rapport à aujourd'hui. Tout à fait. Voilà, puis je dirais même ce que vous appelez l'aveu d'impuissance, moi je pense que c'est presque plus un constat Mmh d'impuissance, mh. mais j'aimerais bien que certains dirigeants fassent un aveu d'impuissance, parce que ce serait déjà accepter qu'ils n'ont pas toutes les solutions en main, au lieu de faire croire à tout le monde qu'ils les ont. Et en fait, Ouais. c'est ça qui génère, si vous voulez, une frustration extrêmement grande, c'est de faire croire que, voilà, que c'est facile de résoudre les problèmes du monde ou des entreprises ou de l'économie, alors que non. Et que, au fond, pour avancer, on a besoin de l'autre. On ne peut pas le faire tout seul. Après, tout ce que je dis, en fait, ça touche à comment dire, ça touche à certaines réflexions philosophiques, voire spirituelles, c'est-à-dire, bah, déjà accepter que, ben, qu'on le veuille ou non, on peut avoir tous les pouvoirs
de la terre. On peut avoir tout l'argent du monde, on peut avoir toute la gloire dans les journaux, dans les médias, etc. La vérité, c'est qu'on va tous mourir et que finalement, personne n'aura le pouvoir et la puissance de manière éternelle. Oui, Donc, mais en ce mm, moment, on a des dirigeants qui disent, qui répètent à longueur de journée qu'on va défier la mort, oui, qu'on va vivre jusqu'à 150 ans. On a des projections d'agitation sur les réseaux sociaux, même quand le réel montre les échecs de certains oui, systèmes. oui. Et c'est très compliqué de monétiser encore la parole, que ce soit des dirigeants ou de ceux qui, on va dire des entrepreneurs qui promettent monts et merveilles à des marchés à l'écoute. Voilà, mais tout ça, c'est qu'illusion. Donc en fait, si vous voulez, en tout cas moi, ma théorie, ma conviction, et que j'explique dans le livre Le courage des chefs, c'est que la réalité, le réalisme, c'est de repartir du fait que on est tous vulnérables, et qu'on a besoin de l'autre, et que donc le leader courageux, c'est celui qui prend en compte cette vérité et qui va fédérer autour de lui des équipes pour un projet qui le dépasse, qu'il ne maîtrise pas complètement, qui le dépasse. Et il le dépasse pourquoi? Parce qu'il vient réveiller les aspirations profondes des personnes. Voilà, pour quelque chose, pour un monde plus humain, plus juste, plus écologique, etc. Et que c'est la force de cet idéal qui va générer un dynamisme, un élan beaucoup plus fort que la simple puissance des armes et du seul argent, si vous voulez. C'est d'une autre nature. Donc il s'agit de rentrer dans un autre paradigme. Mmh. On n'achète pas les gens avec de l'argent, on n'achète pas les peuples avec des armes, enfin on les vainc pas avec des armes. C'est temporaire tout ça. En fait, ce qui va durer, c'est finalement c'est l'adhésion à un idéal qui traverse le temps et qui fait que voilà. Et quand vous regardez dans le livre, je démarre en fait en première partie, c'est que j'invite le lecteur à regarder quelles sont les personnes qu'il admire profondément. Et je le fais pour moi, c'est-à-dire je regarde par autour de moi, ça commence par des personnes de ma famille, mes grands-parents, mes parents, etc., des personnes proches. Euh, qui m'ont inspiré et par lesquels je peux repérer une forme de ce leadership courageux qui m'attire. Et puis je vais regarder aussi des figures de l'histoire ou des figures contemporaines, des femmes, des hommes, voilà, comme par exemple la présidente du Mexique, qui est une femme qui se tient debout et qui est même capable de se tenir debout face à Donald Trump en disant voilà, je demande que voilà que notre pays soit respecté, etc. Bon, mais c'est intéressant de voir la force de ces personnes qui s'appuient sur leur seul courage. Et la théorie que j'aimais, c'est que au fond, tous, on a autour de nous des personnes qui nous inspirent et qui nous attirent. Euh, on peut en trouver, en tout cas. Et c'est pas forcément des héros, c'est parfois des gens simples dont une caractéristique de vie nous inspire, nous attire. Et qu'en fait, si on est inspiré, attiré par ces personnes, c'est qu'elles viennent réveiller quelque chose qui est déjà présent en nous. En fait, je ne peux pas être attiré ou inspiré par quelqu'un qui vient pas réveiller comme une résonance que je porte déjà. Oui, ça revient à une question, moi, quand j'avais commencé à entreprendre, on m'a sensibilisé tout de suite sur le rôle, des rôles modèles, qu'il fallait absolument avoir des rôles modèles. Mm. Autrement, je ne pouvais pas me projeter Oui, dans ma carrière de femme entrepreneur, femme dirigeante. Et moi, j'étais, voilà, effectivement, je n'en avais pas spécialement entendu parler quand j'étais salariée, même à un niveau manager, parce qu'à l'époque, on n'en parlait pas spécialement. oui, Et ça m'a perturbée parce que ben, en fait, quand on me disait, quelles sont les personnes, vers qui tu as le plus d'admiration, on me citait, voilà, Steve Jobs ou autre et mm. moi, à mon niveau, je pensais plus effectivement à mes grands-parents, à mes Bien sûr, parents, oui, peut-être, ouais, à ouais. des figures, romanesques ou à des figures, littéraires, mais pas du tout, à des figures entrepreneurs et hem et j'ai culpabilisé au début parce Oui, qu'il y avait une forme d'injonction à absolument avoir une figure business la plus représentative parce qu'il y avait une forme de d'écho qui se jouait
à ce moment-là sur, mon mode de Mmh. travail, Ouais. et que cette Mmh. injonction-là et si je répondais pas, ça veut dire que c'était moi qui ne répondais pas aux normes. Alors que Mmh, mmh mh. finalement, effectivement, je comprends parfaitement votre point. Il y a une question de résonance, mais du coup, vous nous amenez forcément à une question de spiritualité. Est-ce qu'au travail, et le travail est une forme de richesse spirituelle? Oui, bah, derrière ce que vous dites, c'est que je pense qu'on a tendance, on est très marqué par une espèce de séparation qui consiste à dire, voilà, il y a les leaders. Le leader, d'abord, ça doit être quelqu'un qui dirige plein de gens. En fait, c'est faux. On n'a pas besoin, on peut tout à fait être leader par son mode de vie, par sa manière. Si je prends un exemple, je sais pas, un peintre impressionniste, un Monet, il a ouvert une voie qui a entraîné derrière lui bah, toute une série, un courant d'art. Il a été fidèle au départ, ou un Van Gogh, ils ont été critiqués, ils ont été même dénigrés parfois, certains sont morts même pauvres, mais ils ont ouvert une voie, ils ont pris un risque en fait d'être eux-mêmes jusqu'au bout et qui a permis d'ouvrir une brèche, une nouvelle forme artistique. Bon, bah, pour moi, c'est une forme de leadership. Donc, il faut déjà quitter le fait que le leader, c'est celui qui dirige une entreprise importante ou une armée, ou etc., etc. On peut tout à fait être quelqu'un d'ordinaire, entre guillemets, de manière extérieure, mais porter un leadership parce on porte un idéal et on est prêt à prendre le risque de l'incarner d'une manière particulière. Après, dans ce que vous dites par rapport au travail, je pense qu'on a tendance à séparer la vie humaine du travail. Bon, or en fait, c'est pas séparé. C'est-à-dire que le travail est tellement important dans la vie de tous les jours que bah, le travail est essentiel pour la vie de l'homme. Alors là, je vais faire référence à une figure spirituelle qui était l'ancien pape Jean-Paul II, qui disait dans une de ses encycliques, le travail doit être au service de l'homme, toujours au service de l'homme. C'est-à-dire que l'important, c'est la croissance et l'épanouissement des personnes. Et donc, pour moi, l'un des objectifs de l'entreprise, c'est pas simplement le profit, c'est aussi l'épanouissement des salariés. Et Et comment vous arrivez à le mettre, en œuvre? Parce qu'aujourd'hui, dans la crise, on va dire, économique actuelle, même si vous êtes à l'international, heu, comment ça s'est passé? Même si effectivement vous disiez, vous ne savez pas tout et que le monde bouge. Comment vous arrivez, si vous pouvez l'illustrer avec des exemples pour pouvoir, aider les auditeurs à se projeter, sur, votre transmission? oui, bah, c'est vrai que le contexte économique en ce moment est difficile. Euh, mais ce que je pense, c'est que le leadership, enfin, comment dire, et on n'est pas leader simplement quand ça va bien, on est particulièrement leader quand ça va pas bien, justement. Alors, comment je le vis moi? Bah, c'est déjà en essayant d'apporter une attention particulière à mes collaborateurs. Par exemple, euh, j'ai une grande partie de mon temps qui est destinée à des interfaces en tête-à-tête avec mes collaborateurs en prenant le temps de les rencontrer et de prendre soin d'eux et de prendre soin de la relation. C'est pas simplement des réunions d'équipe tous ensemble, mais c'est aussi voilà. Et souvent d'ailleurs, je commence mes réunions avec eux en disant comment vas-tu et j'écoute. Je pense que c'est, si vous voulez, une vraie question dans le monde de l'entreprise et de l'économie, c'est où va-t-on mettre la place de la relation dans l'économie? Est-ce que ma relation avec les collaborateurs, c'est uniquement est-ce que tu as fait ci, est-ce que tu as fait ça, je te demande de faire ci, je te demande de faire ça? Ou est-ce qu'on est des personnes humaines qui se rencontrent, qui partagent un projet et qui s'enrichissent mutuellement de ce projet? Et ça, c'est très différent comme vision, parce qu'à partir de là, on construit ensemble, à partir de qui on est, à partir de nos différences euh, et de nos personnalités propres, on va élargir quelque part la base sur laquelle on va construire le projet. Bon, ça, c'est un exemple. Donc, par exemple, moi, j'ai à l'année programmé des rencontres avec tous mes collaborateurs directs, toute l'année. Donc, certains, c'est toutes les semaines, d'autres, c'est tous les mois, d'autres, c'est tous les 2 mois, en fonction de la fréquence avec laquelle ils estiment que c'est utile. Et on parle d'une ampleur de combien de personnes? 10, 20, Bah, pour moi, 30? j'ai à peu près 10 personnes qui me rapportent en direct et D'accord. je les invite eux-mêmes à faire la même chose avec leurs collaborateurs. Donc l'idée, c'est évidemment, je peux pas faire ça avec les Bien sûr. 2500, mais que derrière ça, c'est ce que j'appelle un mode relationnel, un mode de management euh, que pour ma part, j'appelle le management par la confiance. C'est-à-dire qu'on s'accorde sur un objectif en début d'année et après, il y a une forme de délégation, de confiance sur le fait que la personne à qui on délègue la responsabilité est tout à fait capable d'atteindre l'objectif et que plutôt que de vouloir la contrôler,
j'essaie dans mon attitude de me mettre à disposition, en disponibilité pour l'aider à réussir, principalement en lui disant, écoute, voilà, c'est toi quand tu estimes que tu en as besoin, tu viens me voir pour qu'on puisse regarder si tu es freiné par quelque chose, si tu as besoin qu'une décision soit prise pour faciliter ta responsabilité. C'est mon rôle de t'aider à le faire. Et sinon, on a ces interfaces régulières qui permettent effectivement de comprendre comment ça se passe, mais sur la base d'abord d'une qualité de relation. Bien sûr, j'ai le devoir, si j'estime que les choses n'avancent pas bien, ou pas assez vite, ou pas de manière euh, voilà, satisfaisante, de dire, ben, voilà, je perçois une insatisfaction, une frustration dans la manière dont ça avance, ben, parlons-en. Et à l'envers, si ça se passe bien, bah, d'oser féliciter la personne, de lui dire bah, combien je suis satisfait de la manière dont elle prend les sujets en main. Je pense que c'est ça en tout cas, qui me paraît important, c'est d'être vrai en fait. Est-ce que ça vous arrive aussi d'avoir des personnes, parce que moi je le vois autour avec certains de mes clients, qui parfois sont frustrés parce qu'ils pensent avoir installé un climat de confiance, un climat de d'autonomie, mais que finalement leurs équipes n'y arrivent pas. En fait, n'arrivent pas à aller vers cette autonomie-là parce qu'ils ont besoin quand même d'une supervision directe et qu'il y a une déperdition de temps, d'énergie pour compenser parce que finalement ça ne leur convient pas et ils n'osent pas dire que ce n'est pas suffisant, qu'ils veulent plus de coordination ou d'ajustement. Est-ce que ça vous est arrivé, voilà, d'avoir, on va dire, des temps d'ajustement nécessaires? Bien sûr, mais en fait tout le temps. Mais j'allais dire tout le temps et c'est pas un problème. Parce que je pense que quand on parle de personnes, il y a des sentiments, il y a des réactions, il y a des peurs, il y a des incapacités, il y a des bons. Mais ça, c'est la donnée humaine, en fait, si vous voulez. Mais quand on privilégie la relation, justement, on compose avec tout ça. Et la clé, c'est de générer un climat de confiance suffisant pour que la personne qui est en face ose dire ce qu'elle vit et qu'elle ressent sans avoir honte, sans avoir peur et sans se dire si j'exprime par exemple que j'ai du mal à faire avoir telle responsabilité ou que j'ai une difficulté relationnelle avec telle personne, sans qu'elle se dise en fait je vais être sanctionné ou ça veut dire que je suis mauvaise. Oui, c'est malheureusement très souvent l'entreprise est génératrice de stress et de beaucoup de peur. Parce que voilà, il y a la peur de perdre son emploi, il y a la peur d'être sanctionné, il y a la peur de et puis il y a un certain style de management. Moi, je l'ai subi, j'en parle dans mon livre aussi, dans mes livres, un certain style de management que j'appelle management par la pression, la défiance et la peur de certains patrons qui en fait génèrent un climat extrêmement anxiogène. Est-ce que votre désir de management par la confiance est venu d'un rejet, de ce management par le contrôle? Alors en partie parce que dans le groupe du 440 dans lequel j'étais précédemment à Armor, après 11 années merveilleuses avec des dirigeants avec lesquels j'ai vécu une vraie qualité relationnelle justement, j'ai subi, on va dire, un dirigeant qui pratiquait ce management, je pense qu'avec certaines formes de perversité narcissique, en fait, une forme de harcèlement dans la manière de diriger, qui m'a fait souffrir, qui a fait souffrir l'ensemble de mes collaborateurs, qui a fait souffrir plein d'autres gens autour, parce que voilà, quoi que je fasse et quoi que nous fassions, c'était jamais assez bien. Si on réussissait, c'était jamais enfin, grâce à nous, c'était toujours parce qu'on avait eu de la chance. Et puis enfin, il y avait une incapacité à être dans une relation paisible. En fait, à tel point, moi, j'allais le voir, j'avais peur, mes collaborateurs avaient peur, ils se permettaient de critiquer mes collaborateurs devant d'autres sans m'en parler avant. Enfin, c'était extrêmement compliqué à gérer. Mmh. Et à la fin, il a voulu me forcer comment dire, à accomplir des tâches qui étaient contraires à mes valeurs et uniquement pour consolider son propre pouvoir, tel point que j'ai refusé, en fait. Et du coup, je suis parti, j'ai été licencié pour désaccord stratégique. Mais cette expérience qui a été difficile est devenue en fait une énorme chance parce que ça m'a permis de creuser qu'est-ce qui était essentiel pour moi dans ma manière de vouloir diriger et j'ai compris que c'était de vouloir appliquer un management par la confiance. Qu'en tout cas, je ne serais pas un dirigeant comme lui, je ne serais pas un dirigeant qui veut faire avancer les choses par la pression, la peur et la défiance.
mais au contraire par la confiance et par essayer de générer un climat où les gens se sentent bien. Alors, bien sûr, je suis pas parfait, pas plus que, mais en tout cas, l'intention, c'est vraiment de générer un climat où la parole est libre et on peut se dire les choses de manière simple. Et comment vous avez rebondi, de ce licenciement? Ah bah, en fait, ça a été, après, si vous voulez, j'ai fait ce qu'on appelle un out placement, c'est-à-dire j'ai été accompagné pendant plusieurs mois. Ce qui, pour ceux qui écouteraient ce podcast et qui sont en situation de licenciement, je crois qu'il faut, c'est à la fois difficile, hein, je ne dis pas, moi-même, ça a été difficile sur le coup, mais c'est l'occasion de s'offrir une période de vie où on est libre. D'un seul coup, toutes les cartes sont rebattues et on est libre de faire vraiment ce qui nous correspond. Donc, c'est vraiment important de prendre le temps, de ne pas se précipiter trop vite pour retrouver un job, mais de faire d'abord ce travail, de dire finalement qu'est-ce que j'ai dans ma vie professionnelle et dans ma vie tout court accompli qui me rend heureux, que je fais assez naturellement et qui a un impact positif autour de moi. Donc moi, j'ai pu faire cette relecture et c'est là où j'ai compris que oui, j'étais vraiment un leader et j'étais fait pour être dirigeant, mais d'une certaine manière, et en quittant les images qu'on nous inculque souvent dans les grandes écoles ou les universités, que le dirigeant doit être dur, ne doit jamais ressentir de sentiments, ne doit pas manifester ses émotions, doit être cassant, etc., pour être efficace. En fait, tout ça, c'est faux. C'est faux. Peut-être certains réussissent parce que justement, ils ont tellement de pouvoir et de moyens que, bon, ben, entre guillemets, non, enfin, ils remplacent leurs équipes au fur et à mesure, et puis après, comme ils sont bien payés, ils retrouvent des gens pour les remplacer. Mais c'est pas du tout le genre de dirigeant, en tout cas, qui suscite mon admiration. Au quotidien, vous devez rencontrer d'autres dirigeants. Oui, bien sûr. Certains sont comme vous dans votre, on va dire, courant, d'autres, peut-être, moins. Comment vous arrivez à naviguer et peut-être à convaincre? Mais en fait, je pense que il y a aujourd'hui de plus en plus de dirigeants qui aspirent à une unité de comportement entre eux dans le travail et eux dans leur vie quotidienne. Donc cette notion de leadership authentique, on va dire, je crois qu'elle est partagée par beaucoup. Euh, donc, en tout cas pour moi, ce qui est intéressant, c'est de rencontrer effectivement d'autres dirigeants qui partagent les mêmes valeurs et de nous consolider nous consolider mutuellement. Et Et c'est comment ça. vous y arrivez? Bah, par exemple, alors, on a créé avec deux collègues, on a créé un réseau qui s'appelle le réseau des dirigeants responsables. Au départ, ça s'appelait dirigeants responsables de l'Ouest parce que c'était autour de Nantes et puis de la région de la Vendée et de l'Anjou. Maintenant, ça s'appelle le collectif des dirigeants responsables parce qu'il est maintenant dans toute la France et qui rassemble plus de 300 dirigeants qui ont décidé de mettre ces valeurs humaines et orientées vers le développement durable, hein, c'est-à-dire notamment pour faciliter la transition écologique, mais aussi l'épanouissement des salariés au cœur de leur stratégie d'entreprise. Et avec ces dirigeants, ben, on se réunit régulièrement, on a des ateliers de travail, on peut échanger sur nos réussites, sur nos difficultés, et puis avancer. Après, une autre initiative, c'est que avec un jeune dirigeant qui s'appelle Louis Faure, qui a 30 ans de moins que moi, on a expérimenté, on a une expérience qui s'appelle le compagnonnage, c'est-à-dire en fait de s'épauler pour s'aider à réussir mutuellement et justement à être un petit peu des garants l'un pour l'autre, des gardiens l'un pour l'autre de nos intentions. Ce qui veut dire que bah, si je confie mes intentions de progrès, mon idéal, et s'il me voit prendre un peu la tangente, il va me dire attention là, je te sens pas tout à fait en phase. Et à l'envers, s'il me voit courageux et fidèle à ce que j'ai émis, il me dit bah écoute là, je veux dire bravo, je reconnais ta fidélité. Ça c'est extrêmement aidant parce que ça permet au quotidien de pouvoir progresser. Et on a à partir de là créé une entreprise, c'est un cabinet d'accompagnement de dirigeants en leadership, qui s'appelle Eotecum. Eotecum, ça veut dire j'y vais avec toi, et où on propose, on invite des dirigeants à cette expérience de compagnonnage, c'est-à-dire à choisir une personne de leur entourage de confiance, avec laquelle de manière réciproque, ils vont s'encourager et s'épauler. C'est un vrai problème aujourd'hui, là, beaucoup de dirigeants se sentent seuls. La prise de décision n'est pas facile hein, quand on est dirigeant. Quand on est seul, avec tout le tiraillement, justement, entre d'un côté son aspiration, son idéal, et de l'autre côté,
les contraintes de la réalité avec les difficultés économiques, les difficultés écologiques, les difficultés sociales. Donc c'est pas simple, et c'est là où on a besoin d'être épaulé et d'être soutenu. D'accord. Donc, pour vous, ce qui favorise, c'est quand même une forme de communauté de pratique, donc euh, pour pouvoir on va dire, se développer, une Oui, forme de compagnonnage pour aussi développer la l'altérité. parole Oui, oui. Oui, et, ouais, et le geste de dirigeant. oui, c'est toutes ces pratiques qui permettent de développer ce que j'appelle l'altérité, c'est-à-dire Hmm. un vis-à-vis ou des vis-à-vis, de pas diriger seul finalement. Puis enfin, il y a l'équipe de travail, les collaborateurs. C'est ce que je voulais savoir. Mais du coup, comment vous faites avec les salariés? Parce que là, on va dire qu'il y a une forme aussi de culture. Alors, je sais pas pour votre entreprise, mais en tout cas pour, on va dire, s'il y a un versant du contrôle, c'est aussi qu'il y a un versant, je me repose sur le système pour ne pas avoir à traiter les choses. Et ça, on le voit avec certaines tendances qui ont émergé avec les jeunes, et d'ailleurs vous en parliez, c'est la tendance d'unbossing, c'est-à-dire des jeunes qui ne veulent pas être des boss, qui veulent être de moins en moins des managers. Il y a une tendance, on va dire, à tout pathologiser, Mm. c'est-à-dire de renvoyer tout à une question de santé mentale, de burn-out ou pas. Et qu'au final, les salariés sont encore pris entre deux eaux, entre le désir, on va dire, de rester dans une forme de zone de confort, dans un monde qui est de plus en plus perturbant et vertigineux, et dans une, vers une autre tendance qui est plutôt d'autonomie, de prise de risque, voire de libération, mais qui nécessite on va dire, une grande capacité à digérer tout ça. Et c'est pas facile au quotidien. Mm. Oui, c'est sûr. C'est pour ça que le mode enfin, le mode un de fonctionnement en équipe et deux de gouvernance de l'entreprise est important. C'est-à-dire que, par exemple, ce que j'ai constitué avec les équipes, c'est un comité de direction générale. Au départ, on avait un comité exécutif du groupe, on était 16, c'était beaucoup trop. Et du coup, j'animais ça, j'avais tout le poids sur le dos et les gens n'osaient pas s'exprimer. Donc, en fait, je l'ai réduit à un comité de direction générale. On est 5, 6 en tout au maximum. Et donc, autour d'une table. Le, sen- le message, c'est de dire l'entreprise repose sur chacun d'entre nous. Et en fait, vous êtes vraiment des co-dirigeants avec moi. Et là, la parole est libre. Et ça fait que, un, je suis moins seul, deux, je porte moins sur les épaules, et et trois, on porte ensemble. Donc, si vous voulez, la manière de concevoir sa gouvernance joue beaucoup sur le fait que le dirigeant, finalement, se sente seul, même s'il ne l'est pas, ou soit vraiment entouré et dans une saine relation avec ses collaborateurs. Voilà. La deuxième chose, c'est bah, dans la gouvernance, par exemple, bah, le CSE, le comité social d'entreprise, avec les partenaires sociaux, etc., qui est toujours un lieu d'interface. J'insiste sur le fait que les partenaires sociaux ont un vrai rôle dans l'entreprise parce qu'ils aident à remonter aussi ce qui se passe sur le terrain. Ils ont un autre regard et donc ils sont des partenaires, des parties prenantes essentielles dans l'entreprise. Hein. Euh, et donc l'entreprise, elle se construit par les diverses parties prenantes. Il y a bien sûr les fournisseurs, les clients, les instances publiques, etc. Et on avance ensemble. Oui, mais cette théorie du stakeholder, enfin, elle date effectivement d'un moment, et finalement, on n'a jamais réussi à dépasser ça. On a interviewé ici certains DRH qui ont alerté sur un bout de taf que une entreprise sans représentant du personnel fort et un syndicat fort ne va pas avoir un dialogue social solide, Ah oui. robuste et durable. Et pourtant, malgré tout, en France, on le voit bien, la représentation reste faible. On garde la culture même de créer des espaces d'échange. Et ça me fait marrer parce qu'il y a quelques années, j'avais interviewé un ancien dirigeant du CAC 40
Et lui, il m'avait dit: «Mais moi, je suis capable, de manger, des sandwichs merguez à l'UMA avec, des cégettistes, de ma boîte et c'est tout à fait normal et au contraire, il faut y aller, il faut faire ce pas. Comme eux, ils peuvent venir, et prendre on va dire, du temps avec moi. Il faut arriver à ce pont-là». Mais, bizarrement, ces dernières années, c'est tout le paradoxe, c'est malgré le rapprochement, on va dire, des bulles sociales, on va dire, grâce aux réseaux sociaux, on pourrait imaginer qu'on pourrait se rapprocher un peu plus des perspectives de chacun. Finalement, on est de plus enfermé qu'autre chose. Oui, oui, mais enfin, je suis assez en phase avec ce dirigeant dont vous parlez. Euh, L'entreprise, c'est un lieu particulier pour faire société. C'est un lieu du vivre ensemble. Et il y en a très peu de ces lieux-là aujourd'hui. Il y avait, on peut dire d'une certaine façon, les clubs de L'église, sport, l'église, avec sachant qu'elle est de moins en moins fréquentée. oui, Mais l'entreprise est un lieu de vivre ensemble, donc c'est un pilier essentiel oui, de l'harmonie de la société. oui. D'accord? Et, et c'est un lieu où des personnes de différents milieux, de différentes religions, de différentes Obédience, origines, euh, de je- différents genres, etc., sont oui, rassemblés pour un projet commun. C'est pour ça que il faut favoriser les instances de dialogue à l'intérieur de l'entreprise. Moi, en tout cas, je trouve, encore une fois, le rôle des partenaires sociaux est essentiel. Et les dirigeants qui penseraient qu'il faut que les syndicats soient faibles, etc., je pense que c'est une erreur. Parce que euh, on a besoin de, même si ouais, parfois on pense différemment. Je me rappelle un responsable d'un des syndicats d'Armor. Bon, on était en opposition sur différents sujets, etc. Puis à un moment, il m'avait pris à part. Il m'a dit, mais finalement, vous savez, vous et moi, on a le même désir de la réussite de l'entreprise. Simplement, on regarde la réalité par un angle différent. Et il avait raison. C'est-à-dire que l'angle par lequel il regarde l'entreprise n'est pas le même que peut-être celui que je voyais comme dirigeant. Mais en fait, j'ai besoin de m'enrichir de ce regard pour qu'ensemble, on construise une entreprise qui réussit. Donc, on est chacun essentiel. Donc, le dirigeant d'entreprise n'est pas tout. L'équipe de direction n'est pas tout. Les actionnaires ne sont pas tout. Mais ils ont bien sûr leur rôle. Eux, ils vont regarder encore par un autre angle parce qu'ils investissent leur argent, ils prennent leurs risques, ils ont besoin d'un certain rendement, etc. Et donc, ce qui est important, c'est d'arriver à constituer un certain équilibre entre ces parties prenantes pour que chacun puisse jouer son rôle. Alors maintenant, certains vont plus loin, il faut que la nature soit représentée, etc., etc. Il faut voir jusqu'où on va. Mais je pense que en tout cas, on peut pas, l'entreprise n'est pas un vase clos, séparé du monde, séparé des enjeux écologiques, par exemple. Donc on doit prendre tout ça en compte et c'est la richesse, c'est cette interaction en fait. Et c'est toute la difficulté, mais on pourra aborder ça lors d'un prochain épisode, mais c'est que ces derniers mois, on a essayé d'évacuer les problématiques macroéconomiques qui peuvent émerger comme étant des problèmes qui ne concernent pas l'entreprise et que même les dirigeants n'ont pas besoin d'exprimer leur inquiétude sur le plan économique et social. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que 2027 approche. Est-ce que vous recommandez aux dirigeants de se mobiliser, d'exprimer, non pas des choix politiques, mais au moins leurs besoins, leurs inquiétudes par rapport à ce fameux environnement dans lequel ils évoluent? Je pense que c'est indispensable que les entrepreneurs s'expriment. Parce on est quand même si vous voulez, par exemple, tout ce débat qu'il y a eu sur les impôts, les cadeaux fiscaux, etc., etc., euh, je vous donne un exemple. Tout le monde enfin, bon, on parlait beaucoup de 200 milliards donnés aux entreprises en cadeaux fiscaux, etc. Bon, là, par exemple, je pense que beaucoup de nos concitoyens ne se rendent pas très compte de la réalité des faits. La Mmh. vérité déjà, qui a été beaucoup moins connue, c'est que les entreprises payent en France 550 milliards d'impôts. D'accord. Donc en fait, même si on considère qu'il y a 200 milliards qui sont redonnés, il y en a quand même 350 milliards sans lesquels l'État ne pourrait pas fonctionner. Donc ça, c'est quand même vraiment important de dire que sans entreprise, il n'y a plus d'État. Sans En entreprise, il tout n'y a cas, plus, le modèle social n'est pas tenable. n'est pas tenable. Ensuite, les 200 milliards, moi, ce que je dis souvent à des personnes, c'est que
c'est fait de quoi ces 200 milliards? Par exemple, nous, on en bénéficie pour une part. Quand, par exemple, il y a une situation économique extrêmement difficile suite à la hausse des taux d'intérêt, Mmh. les droits de douane aux États-Unis, les différentes guerres actuellement qui affectent l'économie, eh ben, s'il n'y avait pas la moindre aide de l'État, je devrais licencier beaucoup de gens. Mmh. Bon, grâce à des appuis de l'État, on a pu mettre en place ce qu'on appelle un chômage partiel, qui fait que les salariés qui avaient moins de travail ont pu conserver la quasi-totalité de leur salaire. Bon, est-ce que ça, c'est un cadeau aux entreprises ou c'est un cadeau aux Les travailleurs et citoyens. voilà, aux citoyens? Donc, il ne faut pas forcément mettre derrière le mot aide aux citoyens, aux travailleurs, le mot cadeau fiscal. Ensuite, est-ce que on considère que favoriser l'emploi des personnes qui ont un handicap, par exemple, c'est de l'ordre d'un cadeau? Non, je pense que c'est un devoir. Mais c'est sûr que les entreprises payent une part, mais que l'État puisse contribuer à favoriser le fait que les entreprises embauchent des personnes qui ont un handicap, bah, c'est une bonne chose. De la même manière sur l'apprentissage. Nous, on embauche, par exemple, 100 personnes sans apprentis, de jeunes en école ou en formation. Bon, est-ce qu'on considère que c'est un cadeau fiscal de favoriser l'emploi d'apprentis dans l'entreprise? Vous voyez? Pour ça qu'il faut prendre du recul dans ces choses-là. Et moi, en tout cas, je souhaite prendre la parole parmi d'autres pour dire Mmh. attention, ne sacrifions pas l'entreprise sous prétexte que l'entreprise serait inutile ou qu'elle coûte cher ou que je sais pas quoi, parce qu'on risque de sacrifier la poule aux œufs d'or dont on a besoin pour nos services publics, pour voilà. Et si les jeunes demain n'ont plus envie d'entreprendre, bon, eh bien, ça posera un vrai problème. Voilà. Donc sur l'âge de la retraite, je pense qu'il y a plein de sujets sur lesquels les entrepreneurs ont quelque chose à dire, Oui, de la même manière que les partenaires sociaux et les syndicats ont quelque chose à dire. Et je je leur- pense, oui, et voilà. c'est même Bon, cet espace-là de dialogue qui malheureusement, s'est atrophié, voilà. Moi, je pense mais personnellement, par exemple, que je ne serais pas contre d'une loi qui imposerait qu'un tiers des députés doivent avoir eu une expérience quelle qu'elle soit, que ce soit comme artisan, que ce soit comme salarié, que ce soit comme entrepreneur, d'un certain temps en entreprise. enseignants, Voilà, médecins, voilà, infirmiers, mais peu importe. voilà, mais en tout cas, si vous voulez, si on n'a que des hommes politiques qui ont fait de leur vie, toute leur vie, ça a été de la politique, qui n'ont jamais travaillé en entreprise, comment voulons-nous qu'ils comprennent les contraintes de l'entreprise, par exemple? Ils n'ont jamais prendre, quand on a pris le risque de mobiliser son argent, qu'on a mis sa maison en garantie pour entreprendre et que on fait l'expérience de tout perdre, euh, voilà, ben, je pense qu'on a un regard un peu différent sur l'entreprise que quand on regarde simplement les milliardaires qui ont très bien réussi et qu'on croit que tout le monde c'est pareil. Voilà, il faut. C'est la différence entre la théorie et la pratique ou comme dirait Voilà, Taleb, skin in the game, c'est-à-dire, skin in the game, dans le voilà, sens voilà, jouer sa exactement. peau. Jouer sa peau. On ne Voilà, peut prendre de bonnes décisions que quand on a une part, de sa peau à jouer, dans l'équation. Autrement, c'est beaucoup plus exactement. facile de dire: «Il y a qu'à faut que», hein. Voilà, exactement, exactement. Voilà. Hubert, nous Ouais, arrivons au terme de cet entretien. Je voudrais avant tout pouvoir vous proposer quelques questions d'Aboutaf. C'est notre oui. questionnaire de Proust. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui vous met à bout de taf? Dans quel sens qu'est-ce qui Qui me vous, met qui vous épuise, qui vous fatigue, Oui, vous alors perdez un peu la foi? moi, ce qui m'épuise, c'est les discussions interminables de gens qui se renvoient la faute l'un l'autre sans proposer de solution. Quel est votre outil préféré de travail? Alors, l'outil préféré de travail, moi, c'est la rencontre, le dialogue avec mes collaborateurs autour de ma table de travail. Logique. Si vous étiez une expression de travail, Je dis souvent, voilà, je n'ai pas dit mon dernier mot. C'est-à-dire qu'en fait, devant la difficulté, il y a des difficultés, c'est difficile, mais allez, allons puiser dans nos ressources, déjà dans les miennes, pour ma part, pour rebondir et ne jamais m'avouer vaincu. merci Hubert pour cette énergie, pour cette foi que vous avez partagée avec nous. J'espère que nos auditeurs auront apprécié passer avec vous ce moment, malgré, je m'en excuse, effectivement, les quelques moments où le haïku a pu Oui, oui, participer, mais c'était une joie de l'avoir malgré tout. Ce sont de belles interruptions, ça nous fait aussi plaisir de pouvoir rencontrer d'autres formes de vivants au travail. voilà. Et alors, juste une petite parenthèse, oui,
J'ai pas mal hésité à de temps en temps prendre ma chienne dans mon bureau, jusqu'au jour où des collaborateurs m'ont dit, vous savez, ça nous fait du bien. Bah Ça oui, nous fait du bien parce que ça permet justement de démystifier l'ambiance de l'entreprise. Et puis, sachant que tout le monde est bienvenu pour venir la caresser ou la promener, etc. En fait, bah, c'est aussi une détente qui est offerte à tous. Donc, elle bah oui. devient un peu la mascotte et j'en suis C'est ce heureux. que j'allais dire. J'allais Voilà. dire, elle est la mascotte du coup. Voilà. Exactement. Donc voilà, C'est excusez-moi aussi pour effectivement les quelques aboiements. Et puis, bah, écoutez, n'hésitez pas, si certains lisent mon livre sur le leadership, Le courage des chefs, vivre et diriger autrement, à me faire un retour, c'est toujours encourageant. En tout cas, j'espère que ce livre vous permettra de grandir en courage. Euh, je veux on peut-être en a terminer besoin. là-dessus. Peut-être terminer là-dessus. Il y a cette phrase que je cite dans mon livre d'une poétesse qui s'appelle Anna de Noailles, une phrase que je trouve magnifique. Elle dit voilà, enfin, que ferais-je de mon courage? Que ferais-je de mon courage? Et donc, c'est un peu cette question que je vous pose. Voilà, que ferez-vous de votre courage? Bah, faites de grandes choses avec votre vie et votre idéal. Voilà, Merci merci beaucoup beaucoup. Hubert.